Maintenant, un élément très important à comprendre qui cause beaucoup de confusion j'ai remarqué là, chez les gens dans les cours. Donc, c'est le lien entre les taux d'intérêt qu'on écrit souvent de façon un peu, comment dire, un peu paresseuse. Là. Donc, pour ramasser tous les taux d'intérêt qu'on a en tête, là, I, comme I, et les rendements en général dans les marchés. Donc, quand on pense taux d'intérêt dans notre tête, là, la plupart du temps, on pense un prêt hypothécaire, un prêt étudiant, un prêt pour s'acheter une voiture, ce genre de trucs-là, là. Un prêt de crédit standard. On va penser à des taux d'intérêt. Mais évidemment, de façon plus large, si on réfléchit comme il faut, les taux d'intérêt sont tout simplement des rendements, n'est-ce pas? Donc, par exemple, si vous êtes celui qui fait des prêts, donc vous êtes une banque, quand vous prêtez à 3 par exemple, vous obtenez un rendement de 3 annuel sur ce prêt-là. Et donc, les taux d'intérêt en général et les rendements sont interreliés. Et même souvent, on en parle de façon comme des fois, on exagère en économie, là, puis on parle des deux comme si c'était la même chose. Et effectivement, c'est un peu la même chose. Donc, lorsqu'un économiste dit les taux d'intérêt dans l'économie augmentent, ce qu'il veut vraiment dire, c'est que c'est les rendements en général dans l'économie qui augmentent. Or, on sait que si les taux d'intérêt augmentent, les rendements en général doivent suivre, c'est-à-dire qu'il y a une compétition pour les fonds. Si les taux d'intérêt sont trop élevés dans un secteur, bien, les gens vont aller chercher dans un autre secteur. Donc, ça ne peut pas être complètement déconnecté. Ce n'est pas le même chiffre, mais ils ne peuvent pas complètement déconnecter pour toujours. Et donc, de façon générale, les taux d'intérêt et les rendements se suivent, okay, sont influencés l'un par l'autre, disons. Et puisque les rendements sont reliés au prix négativement, n'est-ce pas? Bien, les prix des actifs, là je parle des actifs financiers, hein, des actifs. Pas le prix des biens et services, là, le prix des actifs. Là. Donc, lorsque le prix, par exemple, des actions baisse, le rendement sur les actions augmente. Généralement, ça correspond à une hausse des taux d'intérêt en général dans l'économie. Par exemple, les banques centrales qui augmentent leur taux d'intérêt. OK? Et donc, il y a un lien positif, c'est-à-dire qu'ils vont dans le même sens entre les taux d'intérêt et les rendements, et un lien négatif entre les rendements et le prix des actifs. Donc, je répète, si les taux d'intérêt augmentent, généralement, les rendements augmentent. Si les taux d'intérêt diminuent, les rendements diminuent. Ils vont dans le même sens. Si les prix des actifs diminuent, les rendements augmentent. Et si le prix des actifs augmente, les rendements diminuent. Ils vont en sens opposé. Donc, suivant cette logique, supposons qu'il y a une hausse de taux d'intérêt forcée par les banques centrales et que en général, les taux d'intérêt ont tendance à augmenter. Les autres rendements dans les marchés doivent suivre un peu le même mouvement. Et donc, ça va mettre des pressions à la baisse sur les prix des actifs. Par exemple, les indices boursiers vont baisser, exemple. OK? Et donc, il y a un lien logique entre les taux d'intérêt, les rendements et le prix des actifs financiers. Et il est important de le garder en tête. OK? OK. Alors maintenant, on a notre structure des rendements et des taux d'intérêt qui ressemble grossièrement à I égale R plus pi A, qui est la relation de Fisher enseignée dans tous les cours de macro-intro. Et on sait que le taux d'intérêt qu'il y a ici, c'est R étoile plus θ. Le R étoile, c'est le taux d'intérêt réel moyen mondial, donc le rendement réel en pouvoir d'achat dans les contrats de financement, disons. Okay? Donc, le rendement sur le financement en termes de pouvoir d'achat, ça c'est le R étoile, dans le monde, plus une prime de risque associée à l'économie spécifique. Okay?
Et donc, pour comprendre les liens entre les taux d'intérêt, les rendements, l'épargne, l'investissement, tout ça, c'est le modèle du marché des fonds prêtables. Okay? Donc, le modèle du marché des fonds prêtables. On l'appelle fonds prêtables, mais entre nous, c'est un abus de langage. On devrait plutôt l'appeler le modèle des fonds de financement, parce que ce n'est pas nécessairement des prêts, n'est-ce pas? Si j'achète des actions d'une compagnie qui arrive à la bourse dans le marché primaire, je suis en train de la financer, cette entreprise-là, n'est-ce pas? Et donc, ce n'est pas un prêt, mais c'est un financement et ça va un peu dans la même logique du modèle dont on va parler. Okay? Mais on appelle ça de façon un peu, on tourne les coins ronds, là, puis on appelle ça le marché des fonds prêtables. OK? Maintenant, dans le marché des fonds prêtables, ce qu'on essaie de faire, c'est le lien entre épargne épargne, investissement des entreprises, alors là j'insiste, investissement privé, incluant l'immobilier, construction immobilière nouvelle, l'investissement des entreprises, okay, et les taux d'intérêt. Les taux d'intérêt. Donc, dans le modèle du marché des fonds prêtables, on va supposer qu'on a un modèle de petite économie ouverte. Okay? Donc, le modèle d'une petite économie ouverte qui est à peu près toutes les économies dans le monde maintenant, sauf peut-être les États-Unis sauf peut-être les États-Unis et l'ensemble de la zone euro qui pourrait être considérée de grandes économies ouvertes. Okay? Mais à part ça, chaque pays individuel, même la France, l'Allemagne, etc., le Canada, tout ça, on peut dire que c'est des petites économies ouvertes, même si c'est des grosses économies. Okay? Donc, la seule économie vraiment majeure là, qui influence le monde entier à elle seule, là, ce serait peut-être les États-Unis. La Chine, peut-être un jour, mais encore, ce n'est pas évident que c'est si vrai que ça pour le moment. Okay? Donc, on a un modèle de marché des fonds prêtables. On veut représenter l'épargne, l'investissement, okay? Et quel est le lien entre toutes ces variables-là? Alors, dans les cours d'introduction à la macroéconomie, on vous enseigne que le PIB total du pays, qui est aussi le revenu total du pays, peut être représenté par la consommation des ménages, plus l'investissement des entreprises, plus les dépenses gouvernementales, plus les exportations nettes, qui est les exportations moins les importations. N'est-ce pas ceci, là? C'est les exportations moins les importations, n'est-ce pas? Okay? Et exportation nette. Maintenant, si je réorganise toute cette équation-là, je peux écrire comme ceci. Y moins C moins G, je vais l'écrire comme ça, moins I égale XN, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est correct, j'ai le droit d'écrire ça. Maintenant, ce que je vais faire à la gauche, c'est que je vais rajouter toutes les taxes dans l'économie, T, toutes les taxes, et je vais enlever toutes les taxes. Donc, autrement dit, je vais faire plus 0 à gauche. J'ai le droit de faire ça? Donc, allons-y. Tout le revenu, moins toutes les taxes, moins toute la consommation, donc j'ai moins T, là, plus toutes les taxes, donc j'ai mon plus 0, plus les taxes, moins les taxes, donc plus 0, moins G, moins I, égale XN, n'est-ce pas? Alors là, je vais mettre des parenthèses, vous allez voir pourquoi. Ça ici et ça ici. Ça, on appelle ça l'épargne, S pour savings en anglais, là, je garde la notation internationale. Donc, l'épargne privée. L'épargne privée. Je vais mettre S-priv. L'épargne privée. Pourquoi c'est l'épargne privée, ça? Bien, le revenu total de l'économie, moins toutes les taxes. Donc, c'est le revenu que tu as dans tes poches, n'est-ce pas? Moins les dépenses de consommation des ménages, bien, c'est ce qui reste comme épargne. Après toutes les dépenses puis les taxes, bien, c'est ce qui reste. Okay? Plus, alors les taxes pour le gouvernement, nous, c'est une dépense pour nous, mais c'est un revenu pour l'État, n'est-ce pas? Et donc, les taxes du gouvernement, c'est son revenu, et lui, il dépense, donc santé, éducation, etc., donc plein de choses. Alors, ça, c'est l'épargne, bon, je vais le mettre juste comme ça, donc c'est l'épargne gouvernementale, S-Gouv. S-Gouv.
Donc, le gouvernement, il peut être en surplus, par exemple, il gagne plus de taxes qu'il dépense, surplus, ou il peut être en déficit. Il dépense plus qu'il gagne en taxes. Donc, ça, c'est un déficit, il est dans le rouge, comme on dit. C'est un ou l'autre. Moins I égale Xn, n'est-ce pas? Donc, OK, ça va. Maintenant, ces deux-là ensemble, c'est toute l'épargne de toute l'économie. S pour savings. Et I, c'est l'investissement des entreprises, égale Xn. Donc, ça, c'est l'équation finale. Okay? Pour commencer à discuter du marché des fonds prêtables. Maintenant, on se demande d'où sort le S, le niveau d'épargne. Le niveau d'épargne, il sort de où? Qu'est-ce qui fait que dans une économie, là, il y a 100 milliards ou 150 milliards ou 200 milliards d'épargne? Ça dépend de plusieurs choses dont on va discuter à l'instant. Okay? Et l'investissement des entreprises, donc des firmes, qu'est-ce qui fait qu'il y a tel ou tel montant des entreprises? Bien, ça dépend aussi de certaines choses. OK? Et donc, on retient ça, puis là, bien, on va mettre en place le modèle du marché des fonds prêtables.